Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis la maison, vous nous suivez depuis vos bureaux. Nous vous disons bonjour et bienvenue à l'espace DKT International. Et aujourd'hui, nous avons l'invité, Monsieur Benjamin. Bonjour. Bonjour, madame. Nous avons une bonne thématique ce matin. C'est la coutume comme barrière à la planification familiale et à la santé reproductive. Nous aimerions un peu savoir qu'est-ce qu'on attend par la planification familiale, parce que certains de nos téléspectateurs, certains connaissent et d'autres ne savent pas ce que la planification familiale. Vous pouvez un peu nous éclaircir? Merci, madame. Pour éviter à ceux qui nous suivent des définitions livresques ou les définitions des dictionnaires par rapport à la planification familiale, je pars par une définition très simple. Okay. La planification familiale, c'est un moyen pour un couple de décider sur le nombre d'enfants qu'il désire avoir, quand et comment. C'est ça la planification familiale, au fait, pour éviter des longues définitions. La planification, c'est nous planifions. Nous nous disons, madame, monsieur, nous sommes un couple, nous décidons, nous devons avoir les enfants quand nous voulons, combien d'enfants nous avons besoin et quand, tout en respectant aussi les normes sanitaires. Parce que l'objectif premier de la planification familiale, c'est réduire les décès maternels et infantiles. Premier objectif, de réduire les décès maternels et infantiles. Parce que les enquêtes qui ont été organisées au monde par l'Organisation mondiale de la santé, ils ont trouvé qu'on a perdu beaucoup de femmes par ce qu'on appelle les décès maternels, à cause d'une mauvaise planification familiale. Et là, nous sommes partis sur 4 facteurs qui ont favorisé plusieurs décès maternels et surtout en RDC. Et ces quatre facteurs, ce qu'on a nommé dans les 4 trous. Donc les 4 trous, c'est-à-dire les 4 types de grossesses qui sont à haut risque. Le premier trou, dans les 4 trous, premier facteur qui a favorisé les décès maternels et qui favorise les décès maternels jusqu'à maintenant, c'est les grossesses trop rapprochées. Non, c'est les grossesses trop précoces d'abord. On appelle une grossesse que c'est précoce lorsque les grossesses surviennent avant l'âge de 20 ans. La loi peut parler de 18 ans. D'autres pays aillent même jusqu'à 22 ans, d'autres à 20 ans. Mais la santé voulait que la femme puisse avoir des enfants au moins à partir de 20 ans. Pourquoi? Parce que les organes reproductifs, si tu as moins de 20 ans, les organes reproductifs de la femme ne sont pas encore assez matures pour conduire la grossesse jusqu'à terme. Et là, on a trouvé beaucoup de décès causés à des grossesses trop précoces. Ce n'est pas que toutes les femmes qui sont tombées enceintes avant l'âge de 20 ans sont mortes, non. Mais on a compris qu'un bon nombre, parmi les cas qui ont été audités, les décès maternels qui ont été audités, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de cas de grossesse précoces. Nous avons les deuxièmes facteurs, c'est les deuxièmes catégories de grossesses trop dangereuses, c'est des grossesses trop rapprochées. On parle d'une grossesse rapprochée lorsque l'espace intergénésique entre les deux enfants ne couvre pas 2 ans. C'est-à-dire l'espace entre l'enfant et l'autre, une grossesse et l'autre. Tu as un enfant, dans moins d'une année tu as encore un enfant, chaque année tu as un enfant, c'est des grossesses trop rapprochées. Ces grossesses ne laissent pas à la femme de se reposer, de reposer l'utérus, de reposer ses organes reproductifs, et ça peut conduire à une rupture utérine un jour. Ça peut conduire à une rupture utérine ou à d'autres complications, et la femme peut perdre la vie alors qu'elle voulait donner la vie.
Et nous avons une autre catégorie de grossesses que nous appelons les grossesses trop multiples. On parle de grossesses trop multiples lorsqu'une femme a eu plus de 5 enfants. En principe, pour la santé, la femme ne devrait pas dépasser 5 enfants. La femme devrait avoir au moins 5 enfants bien espacés, avec 2 ans ou plus. 5 enfants. Au-delà de 5 enfants, c'est une multiparité. C'est-à-dire que la femme commence maintenant des grossesses à haut risque. Je n'ai pas dit qu'il y ait une grossesse sans risque, mais il y a des grossesses à haut risque. Et la dernière type de grossesse qui complique souvent et qui ont causé beaucoup de décès maternels, c'est des grossesses aussi trop tardives. Cela signifierait que la femme ne devrait pas continuer à avoir des enfants pendant que l'âge avance. Donc, au-delà de 35 ans, par exemple, la femme ne devrait plus continuer à avoir des enfants. On ne dit pas qu'elle ne peut pas avoir des enfants, mais c'est des grossesses à très haut risque qui doivent être bien suivies par un personnel bien qualifié. Mais c'est des grossesses déjà à haut risque. J'ai bien souligné qu'il n'existe pas une grossesse sans risque, mais il existe des grossesses à haut risque. À haut risque. Voilà, c'est pourquoi la planification familiale, c'est une solution. C'est une des solutions pour réduire les décès maternels. En partant de ce même angle, quels sont les avantages de la planification familiale? Les avantages de la planification familiale, madame, sont multiples. C'est une très bonne question. Les avantages sont multiples. J'ai dit d'abord que ça réduit les décès maternels. Il n'y a pas un avantage que ça. La femme qui devrait donner la vie, perdre la vie, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas tolérable même. C'est-à-dire c'est l'avantage parce que ça peut réduire les décès maternels et infantiles. Et un décès maternel, pour bien comprendre, c'est toute mort qui survient pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ou même 42 jours après l'accouchement, en dehors des accidents, donc hormis les causes accidentelles. Une femme qui voulait accoucher, elle est décédée. Une femme qui a eu une grossesse, mais qui a avorté, mais l'avorté s'est tourné mal, elle est décédée. Une femme, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les décès maternels. Avec la planification familiale, parce que la femme a eu un enfant au-delà des hauts risques, a eu une grossesse au-delà des hauts risques, elle a plus de chances d'amener sa grossesse à terme et avoir un bébé en bonne santé. Ça, c'est le premier avantage. Nous avons l'avantage, ça c'est l'avantage lié à la maman. Nous avons aussi les avantages liés à la femme, à l'enfant. Ce n'est pas ça seulement comme avantage lié à la femme que j'ai dit, réduction des décès maternels, mais aussi la femme devient économiquement utile. Que la femme qui tombe enceinte chaque année, par moment, ça perturbe ses activités économiques. Ça perturbe ses activités économiques dans la maison, ça perturbe ses activités professionnelles, ça perturbe tous ces projets. Imaginez une fille de 15 ans qui est tombée enceinte. Par moment, dans beaucoup d'écoles, elle est stigmatisée, elle est chassée de l'école. Voilà comment la femme est perturbée. Même si elle avait désiré avoir un diplôme un jour, elle désirait peut-être devenir médecin, devenir juriste, devenir économiste, devenir pilote un jour. Mais à cause d'une grossesse seulement, tous les projets tombent à zéro. Parce qu'elle sera chassée de l'école, par moment chassée même de la famille. Vous imaginez? Par moment chassée de l'école, c'est une évidence. C'est comme... C'est presque dans toutes les écoles. Elle est stigmatisée dans la communauté pour seulement une grossesse. Voilà lorsqu'elle a bien pratiqué la planification familiale, parce qu'il y a la planification familiale orientée vers les jeunes. Lorsqu'elle a pratiqué la planification familiale, elle peut jouir d'une vie sexuelle saine et ne pas avoir une grossesse non voulue. Voilà, c'est un avantage pour la mère. Partons des avantages pour l'enfant. Un enfant issu d'une famille où la planification familiale est respectée, l'enfant est en bonne santé d'abord. C'est la santé, la bonne croissance. Pourquoi la bonne croissance? L'enfant a la capacité de téter pendant 2 ans.
Les parents ont l'affection, les parents ont l'attention, les parents sont focalisés sur cet enfant pendant même 2 ans avant le survenue, avant l'autre enfant. Les parents ont tout le temps de s'occuper de leur bébé. L'enfant a tété pendant 2 ans, c'est-à-dire que l'enfant est en bonne santé, physique et mentale. Ça, c'est l'avantage de l'enfant. Et ce n'est pas tout. Dans la famille où la planification familiale est bien faite, on ne commencera pas à choisir, non, les filles vont étudier les garçons vont étudier les filles, non. On ne va pas commencer à choisir, tel va faire ceci, tel ne fera pas ça. Parce qu'on a les moyens, on a eu des enfants par rapport à nos moyens. Les enfants bénéficient parce qu'ils vont avoir tout ce qu'ils désirent de leurs parents. Je m'imagine que si j'ai un salaire de $100 et que j'ai 9 enfants, c'est difficile de nourrir même les enfants. Très difficile. C'est facile de trouver des enfants même dans la rue. Les enfants vont aller dans la rue. Un enfant qui n'est pas rassasié à la maison, tu ne peux pas l'empêcher de chercher une solution. Voilà, lorsque c'est bien planifié, les enfants ne seront pas en divagation parce que les parents ont la capacité de les contenir. Avec leurs moyens, ils peuvent contenir leurs enfants. Voilà, c'est un avantage pour les enfants. Allons vers l'avantage. L'avantage c'est l'enfant, l'avantage c'est la mère. L'avantage c'est les pères aussi. Les papas ont une psychologie bien stabilisée. Imaginez, tu rentres à la maison, tu as 8 enfants et tu n'as trouvé qu'un seul pain. Est-ce que le père est vraiment stable? Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. La planification n'était pas bonne, n'était pas adaptée. Donc tu as eu des enfants comme si tu allais toi-même remplir la terre, alors que tu devrais planifier par rapport aux moyens. Voilà, le père n'est pas aussi le père qui planifie les naissances chez lui, il a aussi une stabilité psychologique et une stabilité aussi économique. Non seulement une stabilité psychologique, mais une stabilité économique, et il peut bien répartir son héritage à ses enfants. Allons même dans toute la communauté, dans toute la société, même au niveau du pays, même au niveau des pays, même au niveau, c'est-à-dire au niveau même mondial. Une famille qui a bien planifié les naissances, c'est-à-dire tu as eu des enfants par rapport à tes moyens, tu peux les faire étudier, tu peux les faire adapter à un métier. Et l'enfant a grandi et aujourd'hui, par exemple, il est un grand chirurgien. Est-ce qu'il est encore chirurgien pour sa famille? Il est chirurgien pour tout Goma. Pour tout le monde. C'est un avantage pour la communauté, c'est un avantage pour les pays. Il n'est pas chirurgien seulement pour les Congolais, il est chirurgien aussi pour les Kenyans, il est chirurgien pour toute personne, pour les Européens, pour tout le monde qui est à Goma et a besoin d'un chirurgien. L'enfant est là, c'est un médecin, il est là déjà et l'enfant va faire le travail. Et tu vas voir que jusque-là, ce n'est plus un enfant pour la famille, c'est un enfant pour la communauté parce que son père avait les capacités de l'amener jusqu'à être utile dans la société. Surtout ça. Ok. En partant de cette thématique, nous aimerions aussi savoir, c'est quoi les bonnes méthodes pour la bonne planification? C'est quoi les méthodes pour la bonne planification familiale? Oui, nous en avons deux catégories. Nous avons les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. Mais je vais insister sur les méthodes artificielles après avoir constaté que les méthodes naturelles, étant un spécialiste de la planification familiale, avoir beaucoup essayé avec les méthodes naturelles et que ça n'a pas tenu, je vais insister dans cette émission sur les méthodes artificielles. Il existe plusieurs méthodes pour la planification familiale. Là, je m'abstiens de parler de l'abstinence, parce que l'abstinence, c'est tout le monde qui en parle à l'église, à l'école, en famille, on parle de l'abstinence, mais nous avons toujours des grossesses non désirées. On a toujours parlé de l'abstinence, et tout le monde dit non, moi je m'abstiens, mais on a des grossesses non désirées. On se demande maintenant, ça vient d'où? C'est pourquoi, même pour maintenant, je vais insister sur les méthodes artificielles. Là, nous en avons 3 catégories. 3 ou 4 catégories. Nous avons les méthodes à longue durée d'action. Une femme peut désirer avoir un enfant plus tard, ou une fille.
tu es à l'école, tu as besoin de terminer ton université, mais quand même tu as un copain, mais tu désires avoir des enfants, l'enfant plus longtemps, c'est pas aujourd'hui, c'est après mes études. Tu peux être au foyer. Tu dis non, nous sommes au foyer, mais nous ne voulons pas que cet enfant, que nous puissions avoir un autre enfant avant 3 ans. Là, nous allons utiliser les méthodes à longue durée d'action. Et dans ces méthodes-là, nous avons les dispositifs intra-utérins qui peuvent protéger la femme même jusqu'à 10 ans, même 12 ans. 12 ans. Nous avons les implantables, les implants qu'on insère, c'est la femme, et ça peut protéger 5 ans, 3 ans. Ce sont des méthodes à longue durée. Donc les méthodes à longue durée, nous avons les implantables et nous avons les dispositifs intra-utérins. Ça protège entre 3 ans et 12 ans. Il y en a de 3 ans, 5 ans et 12 ans. Nous avons les implants pour 3 ans, nous avons la jadelle pour 5 ans et nous avons les dispositifs intra-utérins qu'on appelle DIU ou stérilés pour 12 ans. 10 à 12 ans. 12 ans sans grossesse. Sans grossesse. Mais si vous retirez la méthode, si vous désirez avoir l'enfant, vous venez à l'hôpital, vous retirez la méthode. Quand vous retirez la méthode, c'est fini. Et le retour à la fécondité est immédiat. Même avant 12 ans, on peut... Même avant 12 ans, même 2 mois après, tu peux avoir pris la méthode et 4 mois après, ta situation économique peut-être change. Et tu te dis, ok, je vais avoir un enfant. Tu rentres, tu retires. Tu n'es pas obligé d'attendre 2 ans, 3 ans que la méthode expire. Non. Tu as désiré la maternité. Tu peux être une étudiante, mais tu décides de te marier avant même de finir les études en G2, G3. Mais tu avais pris une méthode dans G1. Tu peux encore retirer la méthode et immédiatement, tu peux retourner à la fécondité. Nous avons aussi des méthodes maintenant à courte durée. Parmi les méthodes à courte durée, nous avons les méthodes qui font 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Notamment les Sayana Press et les dépôts Provera. Ça fait 3 mois. Donc les Sayana Press sont des dépôts Provera en sous-cutané. Ça fait 3 mois. Chaque 3 mois, tu renouvelles la méthode. Chaque 3 mois, tu renouvelles la méthode. Nous avons aussi des bivables qu'on prend chaque jour, qui sont les pilules, les COC. Donc les pilules. Et aussi, nous avons une des méthodes les plus que j'aime beaucoup aussi, c'est les préservatifs. Donc, DKT a mis en place toute une gamme de préservatifs qu'on appelle 6 couleurs, 6 plaisirs. Okay. On écrit OK condom, de plusieurs couleurs. Il y a des rouges, des bleus, des... Ça, c'est une double protection. Ça joue un rôle important dans la planification familiale avec assurance 100%. C'est la seule méthode qui protège à 100%. Le condom. Les condoms. Ça protège contre les infections sexuellement transmissibles. Ça protège contre les VIH-Sida. Et même l'hépatite B peut être attrapée par le sexe. Mais les condoms, c'est une méthode de barrière la plus sûre aussi. D'autres sont aussi trop sûrs. Mais les condoms jouent le double rôle. Parce que même si tu es sous contraceptif injectable, mais pour éviter les infections sexuelles, tu peux prendre encore condom. Voilà. C'est un débat vraiment émouvant. Okay. Parce que vous nous expliquez avec clarté et je pense que nos téléspectateurs sont en train de nous suivre et ils sont en train de comprendre l'utilité de la planification familiale. Et aussi, nous aimerions savoir comment les coutumes peuvent influencer négativement sur la planification familiale. Merci beaucoup, madame. Là, nous n'allons pas être trop larges, mais nous allons parler des cas très spécifiques et connus dans la communauté. Nous n'allons pas aller en Côte d'Ivoire, Nigeria, nous allons parler de nos cas propres ici. Je vous ai parlé des grossesses trop multiples, comment ça peut influencer, comment ça peut jouer un rôle dans les décès maternels. Ça influence, ça favorise, c'est un facteur favorisant des décès maternels, de perdre nos femmes, nos mamans, nos petites sœurs, nos grandes sœurs parce qu'ils voulaient donner la vie. Imaginez maintenant, nous avons des coutumes qui ne considèrent pas les enfants de sexe féminin. Tu es épousé dans une famille, la coutume dit, quand tu n'as pas encore eu un enfant garçon, c'est que tu n'es pas encore de cette famille. Tu ne connais pas ça?
Ça existe. Il y a des familles, lorsque la femme n'a que des enfants, la fille, donc des enfants de sexe féminin, elle n'est pas encore considérée comme si elle a déjà eu un enfant. Elle doit toujours continuer à accoucher jusqu'à avoir un garçon. Et c'est les jours qu'on dira qu'elle a accouché. Imaginez une coutume comme ça. La femme va aller jusqu'à... On a dit que les grossesses trop multiples, ça commence à partir de 5. 6e grossesse, jusqu'au-delà, c'est des grossesses trop multiples. Par conséquent, des grossesses à haut risque. Imaginez maintenant une femme qui a déjà eu 7 enfants, mais toutes ces enfants sont des filles. Les maris, la famille, ils vont toujours continuer à pousser. Nous, tu dois toujours continuer à avoir des enfants pour tenter d'avoir un garçon. Imaginez la coutume comme ça, ça influence directement, négativement sur la santé, sur la planification familiale. On ne sait plus comment planifier. On ne sait plus comment planifier. Voilà, si je peux partir de ces seuls cas-là, on pourra développer d'autres cas prochainement, mais si je peux partir de ces cas-là précis, sur comment la coutume influence la planification familiale. Pour ne pas parler, il y a aussi d'autres coutumes qui refusent à la femme, qui considèrent la femme, une femme qui accouche à la maison, c'est la femme la plus considérée. Elle n'a pas causé de dépenses à la famille. Elle accouche à la maison et n'est pas partie à l'hôpital, c'est une bonne femme. Imaginez les risques qu'elle court. Les risques qu'elle court pour accoucher à la maison. Et les exemples sont multiples. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Je rappelle que c'était l'espace DKT international et j'étais Divine Mungwakonkwa à la présentation. Merci beaucoup. Merci, madame.